Chamrou Télé, version, on va dire version sérieuse, c'est-à-dire recherche, notamment puisque je suis en train de faire mon tri de livres, et je tombe sur un livre qui s'appelle L'auto-formation en chantier, éducation permanente numéro 122 de 1994, avec un article de mon propre père, Guy Bonvalot, hein, pour une auto-formation permanente des adultes, page qui a lieu donc page 139. Nous développons notre réflexion à partir de la définition suivante de l'auto-formation. S'auto-former, c'est se former soi-même à partir de ses expériences appréhendées de manière critique. Ceci signifie d'abord qu'une telle formation n'est pas dirigée par un autre que le sujet qui se forme. Ensuite, que la formation n'est pas laissée au hasard, c'est le sujet lui-même qui se forme. 1. La formation de celui qui s'auto-forme n'est pas dirigée par un autre. En ce sens, l'auto-formation est l'inverse de l'hétéroformation. Dans un processus d'hétéroformation, l'élève n'est censé se former que dans la mesure où il se conforme aux intentions du maître. Il vise une forme, un modèle qui lui est prescrit de l'extérieur. L'auto-formation, au contraire, est un processus finalisé, contrôlé, régulé par celui-là même qui se forme. Pour pouvoir sanctionner la formation de type hétéro, il suffit de s'assurer que le modèle enseigné, dont on connaît les caractéristiques, a été bien assimilé. Dans l'auto-formation, les critères d'évaluation dépendent de celui qui se forme. A priori, il peut y avoir autant de critères différents que d'individus. 2. S'auto-former, ce n'est pas se former seul. Ce n'est pas parce que celui qui s'auto-forme n'a pas de maître qu'il se forme seul. Les autres jouent un rôle essentiel en auto-formation. D'abord, parce qu'ils peuvent lui apporter des connaissances qu'il n'a pas, mais aussi parce qu'ils permettent une distanciation du sujet par rapport à lui-même. Si l'auto-formation consistait à se former seul, par exemple en dialoguant avec un ordinateur, elle ne pourrait jouer qu'un rôle limité, accessoire par rapport au rôle de l'hétéroformation, page 140. Alors que si la différence tient dans les rôles que les autres ont par rapport à celui qui se forme, on se trouve en présence de deux types de formation d'une égale importance. Dans le cas de l'hétéroformation, l'autre, le plus important, est le maître qui transmet un savoir et des valeurs à l'élève. Dans le cas de l'auto-formation, les autres peuvent être des spécialistes ou des pairs. C'est parmi la pluralité des informations et des points de vue que celui qui s'auto-forme trace sa voie propre. Entre ces deux extrêmes se situe une gamme de situations intermédiaires qui se rapprochent plus ou moins de l'un ou de l'autre pôle. Dès que l'élève est susceptible d'adopter une attitude critique par rapport à l'enseignement du maître, il glisse vers le pôle auto, AUTO. Inversement, dès que parmi la diversité des autres rencontrés, certains sont privilégiés, on se rapproche du pôle hétéro. Le schéma se complique encore si l'on introduit l'idée que celui qui croit se former en toute autonomie subit en fait l'influence de certains autres à son insu. 3. Ce sont les expériences vécues qui sont au cœur de l'auto-formation. Tenir compte de son expérience propre est une condition nécessaire mais non suffisante de l'auto-formation. Prenons le cas d'un ouvrier expérimenté à qui l'on demande de fabriquer une nouvelle pièce.
S'il a son idée sur la manière dont il faut opérer et qu'il a la possibilité de mettre son projet à exécution, il va pouvoir s'auto-former en mettant à l'épreuve des faits, les connaissances qu'il a tirées de ses expériences précédentes. Il aura donc la possibilité d'intégrer la nouvelle expérience qu'il fait. Un tel cas de figure peut paraître utopique, compte tenu du mode de fonctionnement habituel des entreprises. Mais les ergonomes ont constaté qu'il existe souvent un écart entre le travail prescrit et le travail exécuté. Cet écart manifeste la résistance que les exécutants opposent aux ordres qui leur paraissent inadaptés et la confiance qu'ils ont dans leur expérience propre. Toutefois, le fait que ces écarts soient la plupart du temps occultes ne favorise pas l'auto-formation. Schoen, S-H-O-N, a examiné le cas d'un professionnel qui affiche une théorie et qui opère autrement qu'il ne le dit. Son évolution est entravée, car une des fonctions de la théorie est de permettre d'améliorer la pratique. Encore faut-il qu'elle embraye sur la pratique. Encore faut-il, oui, qu'elle embraye sur la pratique. Oui, c'est bien ça. D'où l'importance de pouvoir expliciter la manière dont on opère. Dès que l'on s'efforce de faire ce que l'on dit, le processus de formation est enclenché, car l'expérience tranche. Elle oblige à penser autrement si l'on s'est trompé. Mais il faut aussi pouvoir rendre compte de ce que l'on fait, car seule l'explication permet une réflexion, et plus précisément une réflexion critique sur l'expérience. 4. Nous avons dit que tenir compte de son expérience propre est une condition nécessaire à l'auto-formation, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi l'appréhender d'une manière critique. Si nous reprenons le cas de l'ouvrier qui pense pouvoir induire de ses expériences antérieures une certaine procédure opératoire pour réaliser une nouvelle pièce, il peut se tromper. Page 141. Le risque d'erreur sera moindre s'il a la possibilité de discuter de son projet avec des spécialistes ou des pairs, P-A-I-R-S, s'il peut se renseigner d'une manière ou d'une autre. De même, le fait que la mise à l'épreuve de sa propre idée aboutira à un échec ne prouve rien a priori, et s'il réussit, ce peut être par suite d'une pure coïncidence. L'échec et la réussite doivent être interprétés. Autrement dit, celui qui entend se former en fonction de son expérience propre doit questionner celle-ci, faute de quoi il risquerait de prendre des décisions fondées sur des illusions. La discussion et la documentation sont indispensables à l'auto-formation. Il n'en reste pas moins que si les expériences vécues sont appréhendées de manière critique, ce n'est pas pour en affaiblir le message, mais pour le renforcer. La discussion et la documentation éclairent l'expérience. Elles ne peuvent se substituer à elle. L'argument d'autorité ne peut prévaloir contre l'expérience. L'auto-formation est essentiellement expérientielle, ce qui ne signifie pas que celui qui s'auto-forme ne puisse bénéficier des ressources matérielles et humaines à sa portée, mais il les confronte à ses expériences. C'est ce qui lui permet de critiquer les informations qu'il reçoit de l'extérieur, mais inversement, c'est ce qui lui permet de prendre ses distances vis-à-vis de ses propres expériences. Quelle est l'importance de l'auto-formation ainsi définie? Nous retrouverons la suite évidemment lors d'une prochaine petite plage vidéo YouTube. Ici donc petite plage offerte, puisque je ne sais pas, visiblement ce n'est pas réédité, donc autant les offrir à qui veut les écouter. On verra bien en fonction des écoutes si ça intéresse. Si ça intéresse personne, évidemment, je m'abstiendrai de continuer à faire une lecture qui ne sert à rien. La belle vie, c'était la belle vie de l'auto-formation. À bientôt. De Guy Bonvalot en l'occurrence. Enfin, texte de Guy Bonvalot.